Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Un bateau glisse sur l'eau noire. C'est la première fois qu'Haboun sort en mer avec son père. L'eau l'effraie, les poissons le dégoûtent. Son frère se moque de lui fait croire qu'il va devoir plonger dans l'eau sombre. Ainsi le veut la tradition. Haboun déteste la tradition. Il déteste la mer, indisciplinée, qui domine leur vie. Ça commence comme ça. Un enfant de 7 ans, timide, qui ferme les yeux de terreur à l'idée de nager dans la nuit. Le bateau s'arrête. Haboun va devoir plonger. Personne ne dit plus rien. Le bateau tangue. On entend seulement le bruit des vagues qui s'écrasent, un bruit plus fort qu'il ne devrait l'être. Le père est silencieux. Il se passe quelque chose d'anormal. Le père fixe une masse devant eux. Une île vient d'apparaître. Une île que ce pêcheur, familier des eaux de la côte est de Singapour, n'a encore jamais vue de sa vie. Une île impossible, dont le destin va épouser celui de Singapour et d'Haboun. Nous sommes en 1941. Nous plongeons dans The Great Reclamation, un roman historique quelque peu fantastique, signé Rachel Hang et publié par Tinder Press. Je suis Julie Moulin, vous écoutez Marcher entre les lignes. « 2024. Tous les ans au mois de mai à Singapour a lieu le Singapore Heritage Festival qui équivaut à nos journées du patrimoine. Je découvre ce festival seulement cette année grâce à mon ami David Chu dont vous entendrez la voix plus tard à la lecture des extraits. L'occasion de se rendre compte que Singapour soigne son histoire, qu'il reste des lieux préservés et emblématiques et qu'à la condition d'ouvrir les yeux, il y a beaucoup à apprendre de ce pays. La plupart des visites exigent de pouvoir marcher mais pas toutes. Je nous inscris avec mon mari à une sortie en bateau jusqu'à l'île la plus méridionale de Singapour où se trouve le phare Raffles, du nom de Stanford Raffles qui en 1819 racheta Singapour à un sultan malais pour une bouchée de pain. Il en fit un port franc administré par la Compagnie des Indes qui connut le développement que l'on connaît. J'apprends à cette occasion que Singapour est aujourd'hui un ensemble de 64 îles, une grande partie d'entre elles étant artificielles. Je pense au petit livre que m'avait offert mon amie écrivaine Lolve Tillmans juste avant mon départ de Genève. Un mince ouvrage édité aux éditions du Sonneur, intitulé Singapour, écrit en 1905 par un certain Georges Cassel. C'est un court récit de voyage presque halluciné du Singapour d'autrefois. L'auteur décrit son arrivée en bateau, les îles luxuriantes qui préfigurent l'immense jungle dans laquelle il va débarquer, où une foule bigarrée fait commerce autour de la rivière. C'est un tout autre Singapour que je connais. Aujourd'hui, quand on se rend en bord de mer, c'est une eau marronasse parsemée de navires et de porte-conteneurs, qui a certes quelque chose de poétique la nuit, car on dirait une mer étoilée, mais dans laquelle on ne rêve pas de se baigner. Les îles au sud de Singapour que cet aventurier admirait et entre lesquelles je navigue, abritent aujourd'hui des raffineries, une décharge où sont ensevelis les déchets incinérés sur l'île principale et des infrastructures portuaires. Il y en a heureusement quelques-unes dont la nature est préservée, comme Sanjan Island, où les premiers coulis chinois étaient retenus en quarantaine, et Kuzu Island, qui abrite un joli temple. Et cette petite île où je me suis rendue, tout au sud, voir le phare Raffles. Ce jour-là, par contre, je ne vois pas l'île que découvre Haboun, le soir de sa sortie en mer. Près de l'embarcadère se trouve le musée maritime de Singapour. Des débuts du commerce sur la rivière au port ultramoderne en construction à Tuas, toute l'histoire maritime et commerciale de Singapour est retracée de façon didactique et interactive. Dans la salle principale, on lit, en énormes lettres capitales posées sur le sol, « The future is now ». Le futur, c'est maintenant. Voilà qui définit bien mon nouveau pays. Singapour est toujours en avance d'un temps, inquiète d'assurer sa survie depuis que la Malaisie en 1965 n'a pas voulu d'elle. Les nouvelles installations portuaires supplanteront d'ici 2040 celles de Shanghai, faisant de Singapour le premier port de commerce au monde. Mais où trouve-t-il la place, me demanderez-vous ? Singapour a une superficie de 720 km² et compte presque 6 millions d'habitants.
Eh bien, depuis les années 60, Singapour s'agrandit continuellement en étendant son territoire sur la mer. C'est ce que l'on appelle de land reclamation. Gagner de la terre sur la mer. Ce nouveau port de Tuas, c'est presque de la science-fiction. Il va littéralement sortir des eaux. The future is now. C'est aussi ce que nous raconte Rachel Hang. Comment East Coast a émergé des eaux dans les années 60. Comment Singapour est une œuvre futuriste. Le changement, c'est maintenant. Home was the mangroves, the sea, the breezy houses on stilts, the harsh trill of cicadas at sundown, the tiny crabs scrabbling across the surf, the flesh of fish, hundreds of fish, straining in a net. D'abord, il y a le kampong, le village d'immigrés chinois sur la côte est, la maison qui donne sur la mangrove et les marécages où Aboun chasse les crabes avec son frère Iya. Bien sûr, il y a la mer, cette mer qui terrifie Aboun, à laquelle sa mère l'invite pourtant à s'habituer, car quoi qu'il fasse, elle ne disparaîtra pas. « The sea is not going away », l'avertit-elle. Comme le koel qui les réveille à l'aube et les cigales qui hurlent comme des démons. On les entend tout le long du roman, striant les pages de leur stridulation grinçante, inquiétante, avec le ressac des vagues et le chant des oiseaux en toile de fond. Aboun's world had always seemed vast and unbounded, terrifyingly so, and yet he saw now that it had also been limited, circumscribed to the kampong and the family and the sea. Aboun, au contraire de son frère Iya, est inscrit à l'école. Il sort du village, y découvre un horizon différent de la mer. Sa conscience s'élargit. Le monde, semble-t-il illimité et terrifiant qui était le sien, se révèle restreint au kampong et à un mode de vie circonscrit à la pêche. Aboun s'éloigne de la mangrove et des traditions. Il découvre la ville peuplée d'une foule hétéroclite, agitée de soubresauts révolutionnaires et d'envie de progrès. Pourtant, comme le flux et le reflux d'une vague, le passé sans cesse revient lui lécher la mémoire. Puis il y a cette île, thème récurrent de l'utopie, ou plutôt ces îles qu'Aboun, depuis ses 7 ans, est seul capable de faire surgir. Elles apparaissent et disparaissent au gré de la lune, insaisissables, des écrins sauvages impossibles à dompter. Leurs eaux immaculées sont profuses en poissons. Mystérieuse et luxuriante, elle se situe en dehors du temps et de l'espace, brouille la compréhension du monde des villageois. Seul le reflux et le reflux des vagues y scandent le temps qui passe. Des îles changeantes, qui sont à la fois une métaphore du changement, la promesse d'un futur prospère, un refuge et un avertissement. Accostons. The interior of the island trilled with insects. Everywhere, white trunk casuarinas spilt their tiny pine cones. Putat laut shed fluffy pink buds from their waxy crowns. There were no trails to follow. L'île bruissait du chant des insectes. Partout, des casuarinas aux larges troncs éparpillaient leurs minuscules pommes de pin. Les couronnes cireuses des putat laut perdaient leurs bourgeons roses duveteux. Il n'y avait pas de chemin tracé. Les frondes de fougères tentaculaires chatouillaient leurs mollets. Les acanthes leur griffaient les bras. Plus d'une fois, Aboun offrit sa main à Siokmé pour escalader un rocher ou un arbre renversé, se réjouissant de la sentir s'appuyer contre lui. Par moments, il lui semblait être de retour chez lui, explorant une partie inconnue du rivage avec Iya. Mais le silence ici était total. Aucune autre voix que les leurs, aucun bruit au loin de camions ou de bus. Le chœur des insectes semblait plus doux, les cris des oiseaux moins insistants. Rachel Hang raconte souvent que l'histoire de Singapour, avec son développement éclair et ses expérimentations sociales, se lit comme de la science-fiction. Elle donne l'exemple des photos du site de forage et du convoyeur à courroie sur Bedok dans les années 60. On y voit cet immense tapis roulant transportant la terre jusqu'à la côte est, où elle servira à combler les fonds marins.
Ces équipements sur des photos en noir et blanc donnent en effet l'impression de tourner les pages d'une histoire futuriste. Le futur, c'est maintenant. Rudely, the noise began just before lunch, as men tucked into steaming bowls of noodles at the stand outside the CC, unwrapped warm buns from damp cloths, settled at kitchen tables where pickled vegetables were laid out. A dull thunk, so loud that some thought the bombshells were falling. That after 20 years, the war had returned. Then a pause, in which the seabirds could be heard again. The waves, the insects. Perhaps they had imagined it. But no, here it came, louder now, more insistent. Thunk, 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 reverberating around the kampong and for miles around. This time, it did not stop. The piling had begun. Retour au kampong d'Aboun, 1961. Le vacarme des engins couvre soudain le bruit de la mer, des insectes et des oiseaux. On croit que la guerre est là de nouveau. Le projet de Land Reclamation vient de débuter. Ce projet pharaonique qui prévoit d'augmenter la surface de l'île de plusieurs milliers d'hectares. Tunk, tunk, tunk. L'inquiétude des villageois n'a d'égal que leur incrédulité à l'époque de la découverte des îles. The Great Reclamation débute comme un conte fantastique pour se poursuivre en chronique d'une réalité inouïe. The Great Reclamation, pour moi, est ce bruit des machines par-dessus les stridulations des insectes et le chant des oiseaux. C'est ce désir de l'homme de plier la nature à son bon vouloir, la volonté d'une nation de maîtriser son destin, le prix à payer pour ériger la ville actuelle de béton et de verre, dans laquelle je peux me déplacer avec une fabuleuse facilité et en toute sécurité. Celle que l'on appelle, du fait de sa richesse et de sa stabilité, la Suisse de l'Asie. The water was harmless. He could see that now. L'eau était inoffensive, il s'en rendait compte à présent. Elle pouvait être maîtrisée et commandée, dirigée vers des tranchées, repoussée ou drainée si elle ne servait pas les besoins des hommes. Tout ce qu'il fallait, c'était de bonnes machines, des mains volontaires et une détermination sans faille. Se dire qu'ici, avant, c'était la mer a quelque chose de magique, confie Rachel Hang dans un interview à propos d'un autre lieu gagné des décennies plus tard sur l'eau, Marina Bay. Lors d'une conférence à la Bibliothèque nationale en février 2024, Kevin Riordan, professeur de littérature à l'Université de Singapour, a défini The Great Reclamation comme un roman historique anticipatif, a prospective historic novel. On ouvre The Great Reclamation et l'on sait déjà qu'il y aura la guerre, l'invasion japonaise, l'indépendance et les tonnes de sable domptant la mer. On sait que le kampong sera abandonné par ses habitants. On sait que le timide Aboun pliera le futur à son désir. Rachel Hang nous rappelle les faits, la plupart connus, puis elle débute sa narration. Pour le moment, Aboun a 7 ans et il sort en mer. Est-ce que tout commence là ? Pouvait-on éviter l'inévitable ? Peut-être que tout cela n'a finalement rien à voir avec eux. Tout au long du roman, Rachel Hang multiplie les points de vue. On lit sous sa plume des visions du futur concurrentes. Le choix de la langue, les dialectes ou l'anglais, le rapport à l'Occident, limiter ou s'en détacher, la question du logement, tout raser ou rénover l'existant. On connaît l'histoire. L'amélioration des conditions de vie se fera au prix d'une modification du paysage et des habitudes. Pourtant assez critique, The Great Reclamation est applaudi à sa sortie à Singapour, car il est l'histoire de l'avènement d'une nation. Rachel Hang revient en particulier sur la naissance des Community Centers, les centres communautaires que l'on appelle aussi les CC. À mon arrivée à Singapour, parce que je voulais m'intégrer et comprendre la vie locale, je me suis inscrite à une des activités proposées dans mon quartier. L'ambiance me manque. J'étais la seule caucasienne au milieu de Singapouriens malais, chinois, indiens de tout âge.
Les Sisi restent pour moi, avec les bibliothèques et les hawker centers, les lieux qui font l'âme de Singapour. The country was in flux, but for the most part, the country was the city, and the kampong, like many others in the countryside, remained a kampong. Even so, there were signs that things were changing. The brand new community centre under construction near Swee Hong's provision shop, for example. A large brick and concrete building with a metal roof that took 16 weeks and an enormous team of workers to complete. It had caused much disruption, with trucks brought in to pour the concrete and to pound the foundation into the wet earth. The noise and dust had been unbearable. Now the building was complete, as far as Abun could tell, the trucks vanishing down the dirt road from whence they come, the teams of construction workers disappearing as quickly as they appeared. A banner hung across its gleaming white face, announcing an opening ceremony that would take place in the coming week. The kampong was suspicious of this opening ceremony. Most did not intend to go. The garmen were not to be trusted. They, with their spotless white outfits, their brick buildings that gave the illusion of solidity on what the kampong knew was wet and shifting soil. Dans le kampong d'Abun, les gamins, tout de blanc vêtus, décident de construire sur le sol marécageux un community center. Le bâtiment en béton est incongru, avec ses ventilateurs, sa peinture fraîche, son téléviseur, ses sofas moelleux et sa table de ping-pong. On dirait un mirage. À l'approche de la cérémonie d'ouverture, comme on vient de l'entendre, les villageois sont suspicieux. On n'a pas confiance dans ces hommes venus de la ville. Gaman ou Gamen est une abréviation de Government Man. Le terme, qui vient du Singlish, désigne de façon générique les dignitaires et les fonctionnaires singapouriens anglophones. À l'approche de l'indépendance, les Gamen opèrent au début des années 60 une sorte de révolution conservatrice. Fermeture des lieux de jeu et des bordels, censure, nettoyage des rues, développement des community centers, augmentation de la surface habitable, construction des HDB et relogement de la population dans ces cités satellites. Dans le village d'Abun, le nouveau Community Center va servir à promouvoir le projet de Land Reclamation, et notamment le relogement des villageois. Avec sa construction, c'est le changement qui atteint les campagnes. Des banderoles en anglais, mandarin, malais et tamil affichent la mission du Community Center. Cohésion, progrès, multiracialité. Les Sisi, écrit Rachel Hank, sont conçus comme un outil de construction de l'identité nationale et du patriotisme, dans un État insulaire neuf se dirigeant vers l'indépendance, composé de groupes raciaux disparates sans histoire claire ou unifiée sur laquelle s'appuyer. Abun, au contraire des autres villageois, se projette avec entrain dans cette vie séparée de la mer, dans ce monde enfin ordonné et prévisible. Mais de façon assez étrange, le sable le poursuit, en petits tas, où qu'il aille, quoique les Antis du Sisi fassent pour le balayer. Abun's gaze drifted over the floor of the CC, which, despite Auntie Hawk's best efforts with the broom that was leaning in one corner, was always inexplicably covered in a fine layer of sand. She was convinced it was the children who brought it in, hiding handfuls of it in their pockets to sprinkle when she wasn't looking. Abun watched them closely, but never saw any child do this. He came upon small heaps of it in unlikely corners, the bathroom far from the entrance, the back of a filing cabinet, the kitchen pantry sink. Each time, he brushed it up with a small dustpan, but before long, the heaps would reappear, as mute and inexplicable as the islands themselves. Abun en trouve continuellement à l'entrée du Community Center, dans des coins improbables, dans la salle de bain loin de l'entrée, le fond d'un classeur, l'évier de la cuisine. Plus tard, ce sera sous son matelas, tamisé dans les sacs de riz ou sous son bureau. Il balaye compulsivement, en vain. Rachel Hang écrit « Les petits tas de sable réapparaissent,
muets et inexplicables comme les îles elles-mêmes. Peut-être parce que l'on ne peut jamais complètement échapper à son passé. The Great Reclamation, c'est enfin une histoire d'amour, celle d'Abun et de Siok Mei, cet autre enfant du Kampong dont les parents ont rejoint la Chine pour lutter contre les Japonais. Une histoire empêchée sur fond de luttes étudiantes, de répression, de guérilla communiste et de décolonisation. Telles les îles fabuleuses qu'elle décrit, Rachel Hank n'est pas aisément accessible. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. C'est qu'elle est sur le point d'accoucher d'un deuxième enfant et d'un troisième roman. L'absence et la perspective étant des leitmotifs de son œuvre, je vais faire tout à la fois sans elle et avec elle. Rachel Hank a donné plusieurs interviews au moment de la sortie de The Great Reclamation en 2023. J'ai assez de matériaux pour vous parler d'elle sans elle. Je l'ai moi-même entendue répondre par Zoom aux questions du poète singapourien Darry Liam à Singlet Station le jour où j'ai acheté son roman. Rachel Hank vit à New York où elle enseigne l'anglais à l'université de Wesleyan. C'est une expat elle aussi, pourrait-on dire. Il n'y a en réalité aucun effet miroir. Là-bas, elle est une asiatique, tandis que je suis à Singapour une Angmo. Une Angmo, c'est quoi ? Angmo en chinois veut dire homme roux. Le terme désignait les colons britanniques, il englobe aujourd'hui tous les caucasiens qui vivent à Singapour. Dans son roman, Rachel Hank ne désigne les blancs que par ce terme péjoratif. Aux États-Unis, elle apprend quant à elle qu'elle est asiatique. En 2018, au moment de la sortie de son premier roman, Suicide Club, un roman de science-fiction dystopique, Rachel Hank écrit un texte pour le journal en ligne The Rumpus intitulé On Becoming a Person of Color, devenir une personne de couleur. Rachel Hank y raconte le racisme auquel elle a été confrontée à son arrivée à Columbia à New York, où elle allait poursuivre ses études. Issue d'une famille de Singapouriens chinois, parlant anglais, elle faisait partie à Singapour de la classe ethnique majoritaire. Les Singapouriens d'origine chinoise constituent en effet 70% de la population singapourienne. Mais aux États-Unis, elle devient une minorité raciale. On ne comprend pas son accent, on pense qu'elle ne sait pas parler anglais, elle est considérée donc comme asiatique, comme si la Corée et Singapour avaient quoi que ce soit d'équivalent, comme si l'Asie était quelque chose d'englobant, des baguettes au karaoké en passant par la nourriture. Clara Chow, on s'en souvient, racontait aussi souffrir d'être décrite comme yellow, jaune, par son ami argentin. Je réfléchis à ma propre situation. À Singapour, bien que je sois cataloguée Angmo, que je n'ai pas le droit à un statut reconnaissant mon handicap faute d'être singapourienne, j'appartiens au groupe très privilégié des expats. Je bénéficie d'un mode de vie bien plus luxueux que celui que j'avais en Europe. J'ai accès aux meilleurs soins de santé possibles, enfin, je ne subis pas de racisme. Nous ne vivons pas du tout la même expérience d'expatriation à l'étranger. Dans The Great Reclamation, Rachel Hank décrit les rapports de force liés à la langue. Abun, s'il veut s'élever socialement, doit non seulement maîtriser le mandarin, mais aussi apprendre l'anglais en cours du soir, s'efforcer de modifier son accent. D'ailleurs, le gouvernement singapourien va imposer l'apprentissage de l'anglais à l'école, en plus de la langue vernaculaire que la population parle à la maison, que ce soit un dialecte chinois, le malais ou le tamil. L'anglais sera la langue de la nouvelle nation, écrit Rachel Hank, une nation unifiée alors qu'on marchait vers l'indépendance. En les imitant, s'interroge Iya, le frère aîné d'Amun, en faisant référence aux colons. L'anglais, la langue des colons, est en effet celle de la classe dominante. Encore aujourd'hui, l'accent marque le statut, dit Rachel Hank. Un accent proche de l'accent britannique indique selon elle une situation sociale plus élevée. Quant au Singlish, ce mélange d'anglais désossé de termes chinois, malais et tamil, il serait renvoyé au langage courant. Je ne la suis pas complètement. Je constate en fréquentant les événements culturels locaux une volonté forte d'intégrer le Singlish à la langue littéraire. On le trouve dans les romans, les nouvelles, la poésie. Il est une revendication importante de ce qui fait l'identité singapourienne post-coloniale. On cultive cet accent, celui qui faisait penser à ses camarades de Columbia qu'elle ne savait pas parler anglais. Le parcours de Rachel Hank a quelque chose, non pas du rêve américain, mais du rêve singapourien. Son père ruiné par le jeu, endetté à hauteur de millions de dollars singapouriens,
fuit Singapour abandonnant derrière lui sa femme et ses 2 jeunes enfants. Nous sommes en 1997. Rachel Hang a 9 ans. Ils perdent leur maison, toutes leurs affaires sont vendues. La petite Rachel déménage avec sa mère et son jeune frère dans une chambre chez leur grand-mère. Ils dorment sur des matelas au sol, vivent de la charité publique et du maigre salaire de sa mère qui trouve, grâce à sa connaissance du mandarin, un travail de réceptionniste. Sa grand-mère, elle, est illettrée et ne parle que le Hokkien, un dialecte chinois. Mais comme Rachel Hang le raconte souvent, elle vit à Singapour, dans un pays où le niveau de vie est équivalent à celui du Japon et de l'Australie, où le système de santé est subventionné, où l'école est gratuite et d'excellente qualité, où les transports sont fiables et bon marché, et où l'on parle anglais. Elle obtient une bourse d'études pour étudier à Columbia. En échange, elle occupe quelques années un poste à Londres dans la finance pour le gouvernement singapourien, avant de revenir aux États-Unis y enseigner l'écriture créative et surtout écrire elle-même. Au fond, maintenant, quand elle revient à Singapour, elle y est presque une ombre. À la sortie de The Great Reclamation en mars 2023, Rachel Hang écrit un texte pour le journal Esquire.com intitulé « My Decade of Temporary Homes », une décennie de foyers temporaires. Elle revient sur les premiers temps dans l'appartement aux odeurs de moisie de sa grand-mère, sur le nouvel appartement où il déménage avec sa mère. Columbia sera son 5e foyer, un endroit où elle souffre de racisme mais où elle devient aussi anonyme et libre, une nouvelle Rachel possible. Puis il y aura Londres, le Texas et de nouveau New York. Mais chaque fois qu'elle a envie de rentrer chez elle, Rachel Hang sait que ce lieu n'existe plus. Que ce soit au sens figuré, sa famille, comme au sens propre, les endroits à Singapour où elle a vécu. Dans ce même texte, Rachel Hang écrit « Il ne reste que la silhouette invisible des vies évanouies qui un jour avaient empli ce lieu. » On pense inévitablement aux îles. La fuite de son père est un fait majeur, parce qu'à partir de là, non seulement Rachel Hang n'a plus de foyer et cela va la poursuivre longtemps, mais elle va aussi vivre et être exclusivement élevée et entourée par des femmes. Sa mère, sa grand-mère, ses tantes, ses professeurs à l'école de filles où elle est scolarisée, ses camarades de classe. Rachel Hang dit porter ses voix de femme en elle et ne jamais avoir eu à se comparer aux hommes. On retrouve ces figures de femmes indépendantes et ambitieuses dans The Great Reclamation. Si Aboon est le héros stendhalien et peut-être l'anti-héros de ce roman, les femmes y jouent un rôle primordial. Femmes de pêcheurs à qui l'on interdit l'accès au bateau car elles portent soi-disant malheur mais qui finissent par embarquer. Son amie Seok Mei, qui devient une leader communiste manifestant et combattant avec les hommes. Nathalie, la gaman, on devrait d'ailleurs dire gawoman. Femme de conviction elle aussi, qui se défait des liens familiaux pour se dévouer coûte que coûte à la modernisation et au développement de son pays. Aujourd'hui, East Coast est connu pour son parc le long de la côte, son site de wakeboard, ses pistes cyclables, ses allées goudronnées et ses plages de sable importé. On y vient déjeuner, pique-niquer, faire des barbecues, camper face à la mer piquetée de gigantesques navires qui crachent de temps à autre leur fumée noire. De l'autre côté de l'autoroute, il y a les immeubles. Il ne reste rien du trajet qu'effectue Aboon, seul ou avec Seok Mei de la ville au Kampong. Je lis et je marche à leur côté sur le chemin boueux, sous le couvert de la jungle et le harcèlement des cigales. J'essaie de me représenter ce Singapour-là, ce Singapour que l'on peut imaginer en se promenant dans la jungle au centre de l'île, ou sur l'île de Pulau Ubin. He saw the mangroves where he had trapped hermit crabs with hair as a child, morning light glittering off the slippery dark roots emerging from the earth. Pale untouched shores lapped by clear cold waves. The island's Wepa, flushed with joy and life, had once taught him to fish. The thick undergrowth, screeching with crickets, through which he'd run hand in hand with Seok Mei. This was all in his head as he spoke as well, cloaked in a painful tenderness. Aboon pushed it away. He focused on the feeling he had walking into the show flat months ago now. Like stepping into a picture. Like stepping into the pristine future. There was no going back. Il revoyait la mangrove où ils avaient piégé des bernards l'ermite avec Ia, la lumière du matin scintillant sur les racines sombres et glissantes qui émergeaient de terre.
les rivages pâles et vierges, léchés par des vagues claires et froides. Les îles ou pas, débordant de joie et de vie, lui avaient jadis appris à pêcher. Les sous-bois épais, bruissants de criquets, à travers lesquels il courait main dans la main avec Siokmé. Il avait tout cela en tête tandis qu'il parlait, enveloppé d'une tendresse douloureuse. Haboun chassa cette pensée. Il se concentra sur la sensation qu'il avait eue en entrant dans l'appartement témoin, il y a des mois maintenant. Comme s'il entrait dans un tableau, comme s'il pénétrait dans un futur immaculé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. The Great Reclamation est acclamé à sa sortie aux États-Unis. Le New Yorker le déclare le meilleur livre so far de 2023, tandis que le New York Times l'inclut dans son Editor's Choice. Dans un entretien donné à BiblioAsia, le journal de la Bibliothèque nationale de Singapour, Rachel Hang dit pourtant avoir visé un public qui lui ressemble. Elle voulait écrire à la fois sur l'ambition et les croyances qui ont présidé à la construction de Singapour et sur les pertes et les deuils qui l'ont accompagnée. Cette question, on l'a vu, revient souvent dans la littérature singapourienne contemporaine. Histoire d'amour, roman historique, roman fantastique, roman écologique, The Great Reclamation séduit au-delà de Singapour. Vous verrez. Voilà, nous sommes arrivés. Il est temps d'amarrer. Je vous laisse en compagnie d'Haboun et de Siokmé sur le chemin de leur enfance. The journey from the city to the kampong was a long one, especially late at night, involving a winding bus ride punctuated by one change or two, depending on where they were, and then a final slow walk from the main road where the bus dropped them off to the kampong itself. On these trips home, everything new that had entered their life seemed to fade. They were their 8-year-old selves once again, walking home from school together. La prochaine fois, je vous conduirai dans d'autres eaux. Nous marcherons sur les rives de la rivière Singapour au son de la pipa. Ce sera avec The River Songs de Sushen Christine Lim.